Durant toute ma carrière d'enseignant, j'ai pu bénéficier d'un logement de fonction. Cela n'a pas toujours été dans des conditions idéales. Ils sont, la plupart du temps, réservés aux directeurs, rarement luxueux et fonctionnels. Toutefois, j'ai toujours tenu à les occuper. Un logement de fonction représente un avantage en nature appréciable. Cela compense en partie le salaire peu élevé de l'enseignant. Se pose toutefois la question d'avoir un toit à l'approche de la retraite. J'ai réfléchi à ce sujet très tôt. Dès 1974, je me suis mis en quête d'une solution. Ce qui m'a semblé le plus pertinent, c'était l'achat en viager occupé par le propriétaire. Cela devait permettre de verser une somme raisonnable chaque mois, tout en l'acquérant progressivement pour pouvoir l'occuper le moment venu. Je suis donc allé regarder les devantures des agences immobilières. Elles sont relativement nombreuses à La Rochelle. Dans l'une d'elles, j'ai repéré une offre qui me semblait intéressante. Le quartier de la Jeunette est résidentiel, plutôt bien coté. J'ai franchi le seuil de l'agence et je me suis renseigné. La maison individuelle était bien située, derrière le parc Franck Delmas, juste après le Mail et proche du front de mer. L'homme d'affaires m'a proposé d'aller visiter la maison et de prendre contact avec la propriétaire du lieu. C'est ainsi que nous sommes allés au 22 rue de la Digue et que nous avons fait la connaissance de madame Diard. Le pavillon était un F5. L'entrée principale donnait sur un couloir qui desservait les 5 pièces de la maison. À gauche, 3 chambres, dont une, celle du milieu, plus étroite, servait de pièce de rangement et possédait un large placard avec des portes à glissière. À droite, une chambre, puis la porte d'une vaste salle de séjour. La salle de bain se trouvait au fond du couloir, face à l'entrée. La cuisine était à l'autre bout de la salle de séjour dans une construction attenante au bâtiment principal. Elle ouvrait vers l'extérieur sur une large avancée en bois qui la protégeait des intempéries. Sous cette avancée, une petite pièce servait de remise. À droite, dans la cuisine, une arrière-cuisine permettait d'accéder à un WC. Cette dame avait une exigence particulière. Habituellement, pour un viager, le contrat stipule que le bien est soit libre, soit occupé jusqu'au décès du propriétaire. Cette dame souhaitait rester dans le logement durant 10 ans, puis, vu son âge, elle voulait ensuite pouvoir partir en maison de retraite et libérer son pavillon. Cela posait un problème de rente qui pouvait tout à fait être résolu, à condition que les deux parties tombent d'accord. La formule ne me déplaisait pas, au contraire. J'avais 36 ans. Au bout des 10 années, j'étais à 9 ans de la retraite. Si nécessaire, je pouvais louer le bien en attendant de l'habiter moi-même. La maison était une construction d'après-guerre. Elle avait besoin de travaux. Le plafond de la salle de séjour accusait une fâcheuse tendance à s'incurver vers le bas. L'électricité était à refaire et le chauffage central possédait de gros tuyaux inesthétiques qui avaient besoin d'être remplacés. J'avais vu tout cela. La maison était construite sur une parcelle. Une autre parcelle avait des dépendances qui s'étendaient sur toute la longueur du terrain. Entre les deux, une belle roseraie d'une centaine de plantes et un vaste terrain planté d'arbres fruitiers donnaient un charme fou à l'ensemble. Le tout occupait 600 mètres carrés, ce qui était assez exceptionnel vu l'emplacement dans la ville.
Je me déclarai intéressé et j'attendis qu'on me fasse une offre. Quelques jours après la visite, l'homme d'affaires revint vers moi et me fit une proposition correcte concernant le bouquet de départ et la rente mensuelle. Le tout semblait raisonnable, surtout que j'avais obtenu que la dame paie la taxe foncière durant le temps où elle occuperait le domicile. Je demandai la permission de venir visiter à nouveau le pavillon, mais cette fois j'avais demandé à ma belle-mère et à mes parents de se joindre à moi pour avoir leurs sentiments. Leur impression me confirma mon idée de départ. Je demandai à l'homme d'affaires de faire préciser à madame Diard ses prétentions pour le jour où elle déciderait de quitter le logement, puisqu'à partir de ce moment la rente serait réévaluée. Cette dame demandait que la rente soit doublée. Lorsque la proposition me fut transmise, j'estimai que cette somme ne me permettrait pas de rentabiliser l'opération en louant, et dans le cas contraire représenterait un loyer trop important si je devais occuper le logement. Je déclinai l'offre. Quelques jours passèrent. J'avais abandonné cette piste et je m'apprêtais à chercher par ailleurs. Je n'étais pas pressé et je comptais bien finir par trouver une solution à mon désir d'assurer nos vieux jours. L'homme d'affaires reprit contact et me dit que madame Diard avait réfléchi et souhaitait me soumettre une nouvelle offre. Cette fois, elle proposait que la rente soit réévaluée, non pas de 100% mais de 40%. L'offre devenait très attrayante. Même avec la taxe foncière particulièrement élevée à La Rochelle, l'affaire était rentable. Madame Diard assurait l'entretien intérieur et durant les 10 premières années, je n'avais que la partie extérieure à maintenir en bon état. La maison avait subi l'attaque des termites, comme la plupart des maisons du quartier. Le traitement avait été réalisé dans de bonnes conditions, et le certificat de maison saine avait été délivré après le passage de la société Le Rioux à Angoulins. Je finis par accepter et je signai le contrat. Le traitement antitermite devait être renouvelé tous les 10 ans pour assurer une bonne continuité de la protection. À la date prévue, en 1981, madame Diard fit revenir le technicien et elle fit faire les travaux à ses frais. Madame Diard était ce qu'on appelle une femme à fort caractère. Durant sa vie active, elle avait été infirmière militaire et elle avait gardé de cette époque l'habitude de commander des hommes en les rudoyant parfois lorsque cela était nécessaire. Elle s'était mariée sur le tard avec un colonel. Elle n'avait pas eu d'enfant. Le bouquet que je lui avais versé au moment de la transaction avait été donné à un neveu dans le besoin pour solde de tout compte, et elle avait décidé de se consacrer le reste de ses biens à ses besoins personnels. Au moment de notre rencontre, elle possédait un magnifique berger allemand qui aurait dissuadé quiconque aurait eu de mauvaises intentions de pénétrer dans son pavillon. Je crois qu'il se serait fait dévorer sur place. Lorsque j'allais la voir, je prenais bien soin de sonner à la grille et d'attendre qu'elle attache son molosse avant qu'elle me dise d'entrer dans le jardinet qui entourait la maison. Nous nous sommes tout de suite bien entendus. C'était une dame exigeante, mais j'aimais cette rigueur. Au fil des années, j'allais régulièrement entretenir la partie extérieure. J'avais acheté un échafaudage et je pus ainsi repeindre les murs. Madame Diard avait la délicatesse, les jours de grande chaleur, de me proposer un rafraîchissement, une bière la plupart du temps. Nous en profitions aussi pour discuter et pour échanger nos impressions du moment. Je compris qu'elle n'appréciait pas vraiment Joliane, mais elle n'avait pas souvent l'occasion de se rencontrer. Au bout des 10 années, madame Diard n'avait que 76 ans, et elle se portait toujours comme un charme. Nous étions en 1984.
Manifestement, ces 10 années étaient passées très vite, et elle regrettait d'avoir fixé cette date pour se retirer en maison de retraite. Elle finit par aborder le sujet et me confia ses états d'âme. Elle aurait bien aimé continuer à rester dans sa maison quelque temps encore. Elle s'en ouvrit ouvertement à moi et me demanda si je verrais un inconvénient à prolonger de quelque temps encore le statut actuel. Personnellement, cela m'arrangeait. Les conditions m'étaient plutôt favorables. Je l'assurai qu'elle pourrait rester autant qu'elle le souhaitait. J'étais encore loin de la retraite, 9 années au minimum. Tant que je n'aurais pas atteint cette échéance, elle pouvait tranquillement profiter de son logement. Cela laissait de la marge. Elle fut sensible à mon accord, et elle resta encore 3 ans, avant de finalement décider de partir en maison de retraite à Maran. Le pavillon du 22 rue de la Digue était désormais libre. J'allais devoir entreprendre des travaux de rénovation. Marc Marchand, un parent d'élève dont je m'étais fait un ami à Lagore, était géomètre dans une société qui construisait les maisons individuelles. À ce titre, il avait une ristourne de 30% sur l'achat des matériaux chez plusieurs des grossistes de la ville. Il me présenta comme son cousin et j'obtins la même ristourne pour tous les achats que j'allais devoir effectuer dans les semaines et les mois qui allaient suivre. Je commençai par faire venir le menuisier que j'avais fait travailler à Lagore en 1970 lors de mon installation dans le logement de fonction neuf. Il était maintenant à la retraite. Je le connaissais bien. Il était conseiller municipal et je l'appréciais. Je lui demandai conseil pour le plafond de la salle de séjour et pour quelques lattes du plancher qui avaient besoin d'être changées. Il me dit qu'il était possible de rehausser le plafond à l'aide de grands clous adaptés à planter dans les solives. Comme je lui demandai à qui je devais m'adresser pour cette opération, il me proposa de la réaliser lui-même, ainsi que la réfection des 2 lattes à changer dans le plancher. Je compris qu'il cherchait à améliorer sa retraite d'artisan, qui ne devait pas être suffisante pour vivre décemment. Nous nous mîmes d'accord pour qu'il entreprenne les travaux. Il me suggéra, pour cacher le plafond, de le lambrisser. Un des commerçants en bois de La Rochelle vendait justement en promotion du lambris d'une longueur inhabituelle mais qui correspondait parfaitement avec la largeur de la pièce. Cette opportunité allait favoriser la pose puisqu'il n'y aurait pas de découpe à réaliser. Le travail en serait facilité et rapidement exécuté. Mon menuisier réalisa l'ouvrage en un temps record pour notre plus grande satisfaction à tous les deux. Il me suggéra qu'à la fin des travaux que j'allais entreprendre, je fasse vitrifier les planchers, ce qui amènerait une touche finale et faciliterait l'entretien et le ménage. Je m'adressai ensuite au père d'une de mes élèves qui était plombier et je lui demandai un devis pour modifier l'installation du chauffage. Je supprimai la cuisinière au gaz située dans la cuisine et je fis installer un chauffage à l'arrière de la cuisine le long du mur dans les WC. Restait à restaurer l'électricité, les plâtres, les peintures et la tapisserie. L'électricité était toute à revoir. Les fils anciens n'étaient pas encastrés dans les murs comme ils le sont aujourd'hui dans les habitations récentes. Sur le tableau de départ, tous les neutres étaient rassemblés sur un seul plot. Les phases étaient protégées par un vieux système à plomb qu'il fallait supprimer. Dans un premier temps, je dus accoupler les phases et le neutre correspondant. Je fis appel au mari d'une copine de Joliane. Il était professeur de physique et il possédait l'appareil qui permettait de retrouver les bons fils. Je pris soin de marquer chaque couple de fils à l'aide d'étiquettes. Puis j'installai un tableau, tout récemment sorti, muni de disjoncteurs. Un copain, qui travaillait à EDF et avec lequel je faisais régulièrement des virées en bateau, à la belle saison, le soir après la classe,
me fournit le fil de grosse section et un piquet de taille conséquente pour que je réalise une prise de terre réglementaire. Je me lançai ensuite dans la réinstallation du circuit électrique. Le tableau étant situé à l'endroit d'origine, au-dessus de la cuvette des WC, je dus encastrer les fils dans le mur de la cuisine pour la traverser et déboucher dans la salle de séjour. De là, je pus, toujours en encastrant les fils dans le mur, rejoindre le faux grenier. Au préalable, je dus percer un regard suffisamment large dans le mur porteur au centre de la maison pour atteindre la partie du faux grenier située sur la salle de séjour. Il n'y avait aucune trappe pour y accéder. Ce qui me donna le plus de travail, ce fut la pose des tapisseries. Cela me prit plusieurs mois, et je crus bien que je n'en viendrais pas à bout. J'allais sur le chantier chaque soir en sortant de la classe. Je laissais les outils en place, ce qui me faisait gagner du temps. Je commençai par enlever la tapisserie qui couvrait les murs. Je m'aperçus très vite qu'il y avait 3 couches superposées, collées les unes par-dessus les autres. Aucune n'avait été supprimée depuis l'origine. La première couche se décolla sans difficulté. Ce fut assez rapidement réalisé. La seconde partit par lambeaux, et cela me demanda plus de temps pour réussir à la supprimer dans sa totalité. Mais ce qui me donna réellement beaucoup de travail, et qui finit par me faire douter de la réussite de mon entreprise, ce fut la dernière couche qui datait de la construction de la maison. La tapisserie de l'époque avait été posée sur du papier journal collé sur le mur pour dissimuler les aspérités du plâtre. Aucune des techniques actuelles pour décoller le papier peint n'était efficace. Je dus enlever les débris de tapisserie et de journal centimètre carré par centimètre carré, en humidifiant à chaque fois la partie récalcitrante et en frottant, souvent à l'aide de la paume de la main ou à l'aide d'une spatule, au risque de creuser le plâtre. L'opération enfin terminée, je pus réaliser les peintures, puis poser les nouvelles tapisseries, après avoir fait les raccords de plâtre aux endroits abîmés. Dans un premier temps, j'achevai la réfection d'une chambre. Je posai une moquette. Cela permit de pouvoir y dormir la nuit, en attendant de terminer les travaux dans le reste de la maison. Je mis une année entière pour achever le chantier. En dehors des soirs de classe, je passais les jours fériés et les vacances à avancer les travaux. Une fois ceux-ci terminés, je suivis les conseils de mon menuisier et je fis venir une entreprise spécialisée pour vitrifier les parquets. Je fis appel à un artisan pour aménager la salle de bain en lui demandant d'installer un second WC et un bac à douche en remplacement de la vieille baignoire. Il ne restait plus que l'aménagement de la cuisine. Joliane souhaitait une cuisine intégrée. Je demandai à une mère d'élèves qui dirigeait le magasin Mobalpa de La Rochelle de venir nous présenter un projet et de faire un devis. Je contactai également un autre cuisiniste. Il nous présenta un projet différent. Nous étions en septembre. La foire exposition battait son plein. Nous y avons vu un modèle de cuisine qui nous a particulièrement emballés. Le vendeur contacté vint sur place nous présenter également un projet encore différent des 2 premiers, et c'est lui qui remporta notre adhésion. Nous avons signé et versé les 30% du montant à la signature. La réalisation était confiée à un artisan spécialisé en installation de cuisine aménagée, faite sur mesure et qui n'avait rien à voir avec les modèles industriels vus précédemment. Nous avions là, pour un prix identique, des portes et des étagères en chêne massif. Nous avons commandé une table de cuisine dans le même bois. Nous avions un délai d'attente de 3 mois pour son installation. Cela n'était pas un problème. À la date convenue, rien ne se passa. Je relançai le commercial. Je n'eus pas de réponse. Je commençai à m'inquiéter. Heureusement, sur le bon de commande figuraient le nom et l'adresse du menuisier spécialisé à La Roche-sur-Yon. Je décidai d'aller le rencontrer.
Là, j'appris une fort mauvaise nouvelle. Le commercial avait cessé toute activité. Il devait de l'argent à la menuiserie et il était insolvable. Ça sentait mauvais. L'entreprise de menuiserie se montra coopérative et nous fîmes par trouver un accord. Le patron ne pouvait rien faire sans l'accord du commercial indélicat. Il le convoqua, lui intima l'ordre de venir nous rencontrer à La Rochelle en sa présence, sous peine d'être traduit en justice s'il refusait. La menace fit son effet. La rencontre eut lieu. Ce monsieur fut amené à accepter que les 70% restants de la commande soient versés directement par mes soins à l'entreprise de menuiserie une fois les travaux réalisés. Le patron lui fit signer une décharge. Nous pûmes finalement être livrés de la superbe cuisine que nous avions commandée, et la menuiserie put récupérer une bonne partie de la somme qui lui était due. Tout se terminait bien, mais nous avions eu chaud.